Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Matisse, l'équipe Matisse. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau webinaire sur la communication. Donc en ce jour de la Saint-Nicolas, on va vous parler de deux outils qu'on utilise très régulièrement au sein de l'équipe. Alors pas moi en fait, plutôt d'autres collègues. Donc on va avoir la présentation sur les infographies, conseils et outils pour composer une infographie efficace par Elisabeth Souza. Et on va avoir aussi une intervention de Romane Barou, développer sa visibilité à travers les réseaux sociaux. Donc j'espère que ça va vous intéresser. On fera un petit temps de questions à la toute fin, mais vous pouvez déjà commencer à poser vos questions sur l'espace chat dédié. Vous avez questions et vous pouvez déjà envoyer des questions si vous voulez. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma collègue Elisabeth Souza qui va parler de tout ce qui est infographie. Donc Elisabeth, je vais te donner la main pour que tu puisses passer ton, ton diaporama, si j'y arrive. Voilà, désigné comme présentateur. Voilà. Bon, bah, bonne session à vous. À toi, Elisabeth. Bonjour à tous. Est-ce que donc dans un premier temps, est-ce que vous voyez mon écran? On le voit très bien. Je vois. Alors, par contre, je vais réduire. Est-ce que là, je suis en mode... Hop. Alors, bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, je vais vous partager quelques conseils et outils pour composer une infographie efficace. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le temps de concentration d'un lecteur est de plus en plus court. Il faut par conséquent l'accrocher en quelques secondes et faire passer des informations rapides, d'où l'émergence des infographies. Alors, qu'est-ce qu'une infographie? Alors, le mot infographie est introduit dans la langue française dans les années 80. Donc, c'est un outil de communication visuelle permettant de rendre plus digeste une masse de données en les mettant en scène de manière ludique. Donc, comme on dit, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Napoléon Bonaparte. Alors, pourquoi l'utiliser? Eh bien, c'est simple, pour communiquer des données complexes. Et oui, les gens sont friands de contenu visuel, mais beaucoup moins de devoir lire un rapport de 100 pages, voire plus. Captez l'attention de votre audience grâce à des illustrations, des animations ou juste avec des couleurs. Générer de l'engagement sur vos réseaux sociaux, cela vous permettra de booster l'engagement de vos posts. Alors, il existe 5 grandes catégories d'infographie utilisées aujourd'hui. Donc, vous avez l'infographie chronologique. Elle est utile pour présenter des étapes d'un projet ou si vous avez une histoire à raconter. Donc là, moi, aujourd'hui, j'ai trouvé l'infographie sur l'état d'urgence sanitaire qui illustre très, très bien l'infographie chronologique. Ensuite, vous avez l'infographie de processus. On va l'utiliser pour faire comprendre une procédure à suivre ou alors une consigne à respecter ou à retenir. Donc moi, là, j'ai trouvé une infographie du ministère sur quel test selon ma situation. Donc nous sommes dans la pandémie de la Covid-19. Nous sommes toujours... Elle est toujours là, malheureusement. Ensuite, vous avez l'infographie de statistiques. Elle va permettre de mettre en lumière des données ou des résultats. Donc, l'infographie que je vous illustre, c'est les résultats de la consommation des antibiotiques au niveau national. Ensuite, vous avez l'infographie informative. On l'utilise pour présenter un concept, faire passer un message sur un sujet spécifique. Donc, je vous ai trouvé une infographie pareille du ministère sur l'action du gouvernement pour la santé de tous.
Et la dernière, c'est l'infographie de comparaison pour mettre en lumière des différences entre plusieurs catégories, ce qui aidera le lecteur à faire un choix. Et donc là, je vous ai trouvé cette illustration, cette infographie du ministère, pareil, sur la Covid-19, de vaccins en fonction au fonctionnement comparable et à l'efficacité identique. Je trouvais qu'elle était bien adaptée. Alors, mes conseils, j'en ai 4 à vous donner. Dans un premier temps, c'est identifier les objectifs de votre infographie. Quelles sont les raisons qui vous poussent à créer une infographie? Définissez les profils des gens que vous souhaitez toucher avec cette infographie. Ensuite, l'étape 2, c'est recueillir les données. Ben oui, sans données, on ne fait pas d'infographie. La troisième, c'est structurer vos idées. Alors, définissez l'architecture des informations à présenter dans votre dessin. Précisez sous quelle forme va apparaître cette information, genre graphique, carte, icône, etc. Et la dernière étape, c'est une fois que votre plan de votre infographie est établi, vous pouvez passer à la réalisation de celle-ci. Quelques outils. Alors, il y en a 3 que les designers préfèrent. C'est Adobe Illustrator, Adobe Photoshop et InDesign. Ensuite, je vous ai sorti quelques sites où vous pouvez télécharger gratuitement des icônes et des illustrations. Vous avez iconfinder.com, icon-icon.com et freepik.com. Moi, j'utilise beaucoup iconfinder.com et freepik. Ensuite, si vous ne trouvez pas l'inspiration, eh ben moi, de temps en temps, je ne la trouve pas. Eh ben, je vais sur le site béance.net ou alors designspiration.com. Et puis pour terminer, des outils pour créer des infographies en ligne. Vous avez pictochart.com, Easly, et puis le fameux outil pour créer des infographies sans compétences techniques. Il s'agit de Canva. Alors, Canva est apparu en 2013. Il y a actuellement plus de 85 millions d'utilisateurs actifs par mois parmi 190 pays. C'est énorme. Et il est énorme puisqu'il existe plus de 7 milliards de designs créés. Alors, Canva, c'est un logiciel de création visuelle ultra puissant et c'est un outil de conception graphique en ligne qui permet de créer des documents visuels à partir d'une bibliothèque de modèles. Il est très ergonomique, son interface est facile à prendre en main et il vous permet de produire tout un tas de graphiques visuels, donc des posts pour vos médias sociaux, des vidéos, des présentations, des infographies, des brochures, etc. etc. Donc, vous avez différentes formules sur Canva. Vous avez la formule gratuite qui est limitée. Vous avez plus de 250 000 modèles, photos et illustrations gratuites, mais vous êtes limité. Ensuite, vous avez la version Canva Pro qui, elle, est payante. Mais vous donne un accès à plus de 75 millions de photos, de vidéos, de pistes audio, de plein de choses. Et vous avez énormément de modèles gratuits si vous ne savez pas, si vous n'avez pas d'idée, vous en avez plus de 420 000 modèles. Et alors, vous avez une version gratuite pour les associations ou les fondations à but non lucratif. Vous avez la version Canva Pro qui, pour eux, sont gratuits. Alors, on va faire une petite démonstration de Canva. Donc, je vais devoir, hop, excusez-moi, sortir de ma présentation pour aller sur le site Canva. Alors, le site Canva, il faut, avant de l'utiliser, il faut créer un compte. Une fois que ce compte est créé, vous arrivez sur cette page d'accueil. C'est une plateforme qui permet de créer une variété très large de designs. Comme vous le voyez, vous pouvez créer des infographies, vous pouvez faire des montages vidéo,
plein de choses. Sachez que l'enregistrement de vos designs se fait automatiquement. Vous ne risquez pas de perdre quoi que ce soit. Canva enregistre tout seul. Si vous manquez d'inspiration, pas de panique, Canva est là pour vous en donner puisqu'il a énormément de modèles que vous pouvez personnaliser comme bon vous semble. Alors, si vous souhaitez créer un design à partir de rien, alors vous avez sur la bande en haut créer un design. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez différents types de styles, notamment vous avez infographie. Donc, je clique sur infographie et là, on arrive sur la partie, comment dire, l'interface de la création de votre infographie. Vous voyez sur le côté des modèles, donc qui vous permet de, ce sont des modèles prédéfinis, pardon, vous pouvez les parcourir facilement. Vous avez, alors, vous avez, excusez-moi, je suis en mode, hop, voilà, excusez-moi, dès que je clique, ça s'en va. Vous avez, pardon, des onglets éléments qui sont, vous avez donc, voilà, qui sont divisés en des sous-rubriques. Donc, vous avez des lignes et des formes, des stickers, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire. Ensuite, vous pouvez importer votre graphique une fois que infographie une fois qu'il est terminé en cliquant sur l'onglet partager. Alors attention, en fonction de la formule que vous avez, si c'est gratuit, vous n'avez pas toutes les possibilités de télécharger votre document. Moi, j'ai la version Canva Pro pour les associations. Voilà. Donc, vous avez plein de choses à faire. Donc, imaginons, j'ai créé une infographie toute prête et je vais vous la montrer. Donc, sur ma partie accueil, je vais donc dans mes modèles. Alors, excusez-moi, parce que je ne suis pas au bon endroit, bien évidemment. Voilà. Alors, j'avais créé il y a longtemps une infographie sur l'épidémie de Galles à l'époque. Donc, comme je vous disais, en bas à droite, vous pouvez grossir votre écran et vous pouvez modifier le titre, donc le supprimer ou réécrire. Vous pouvez modifier l'image ou alors sélectionner un élément, genre je veux une flèche. Vous allez taper flèche et vous allez tomber sur plein de modèles de flèches. Donc par exemple, je tape flèche sur mon clavier. Voilà. Et là, vous avez différentes flèches. Donc, j'affiche tout et il vous propose plein de modèles de flèches que vous pouvez utiliser. Donc, on va dire, hop, elle s'est mise en bas. Donc, vous pouvez la manipuler, la tourner, voilà. Vous pouvez lui faire une animation, tout ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous pouvez mettre des graphiques. Alors ça, c'est génial parce que moi, on n'a pas besoin de les créer. Alors, attendez, il faut que je déplace ça. Ça me gêne sur mon écran. Voilà. Alors, on y va. Des graphiques. Je veux, par exemple, mettre un graphique. Vous l'avez sur le bandeau à gauche. Vous avez graphique et vous avez différents modèles de graphiques. Vous avez des graphiques à barres, à secteur, ainsi de suite. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un secteur. Et vous voyez, là, il est apparu. Donc, je vais le redimensionner, le déplacer. Et sur le côté, vous avez, c'est comme Excel, en fait. Vous pouvez
rentrer des éléments. Donc là, je vais mettre, par exemple, je vais refaire Profuse, lui mettre le pourcentage. Donc bien évidemment, dans les paramètres, assurez-vous que c'est sélectionné pourcentage. Donc je lui mets ça. Vous pouvez en supprimer. Voilà, en cliquant sur supprimer, supprimer, et ainsi de suite. Norvégienne, je reprends mon graphe, il est à 12%. Ensuite, là, il va vous sortir mon camembert. Si j'écrivais mieux, ça serait cool. Voilà, mon graphique est fait. Vous pouvez donc, si je le supprime, hop, le déplacer, lui changer la couleur. Donc, en cliquant sur la couleur, vous pouvez lui donner genre. Alors, sachez qu'on ne peut pas modifier la couleur, enfin, toutes les couleurs du camembert. Vous sélectionnez une couleur et le reste, il le fait tout seul. Vous pouvez, comment dire, là, modifier le texte. Donc, on va lui dire, je veux que tu sois en mode... Donc là, pareil, vous cliquez sur la police et vous avez accès à plein de polices. Vous pouvez grossir la police. Voilà. Et je trouve que c'est extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Si vous n'avez pas de compétences particulières, Canva est là pour ça. Vous pouvez le partager. Donc, comme je vous ai dit, hop, on clique sur partager. Alors, soit vous le partagez avec une collègue pour qu'elle le regarde, qu'elle vous dise c'est bon, tu peux le valider. Donc, vous rentrez, vous copiez le lien et vous lui envoyez par mail. Ou alors, vous pouvez le télécharger directement en PNG, en JPEG, en PDF, comme vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous souhaite plein d'infographies et j'espère les retrouver dans vos sites internet. Bonne journée. Attends, Elisabeth, c'est pas fini parce qu'il y a plein de questions en fait. Juste pour vous montrer que je vais reprendre la main sur mon écran. Juste pour vous montrer qu'Elisabeth m'a très bien formée à Canva. Moi, j'ai pu faire, grâce à ses conseils en 2 heures de temps. Alors, c'est pas vraiment une infographie parce que je sais pas si vous avez vu à Canva, il y a des infographies, mais on peut faire autre chose. Et donc, moi, j'ai pu faire, je sais pas si on voit mon écran, mais j'ai pu faire, voilà, un petit programme de formation tout beau. J'étais très fière de moi. Donc voilà, ça permet de multiples choses. Donc on va prendre les questions tant qu'à faire tout de suite pour les infographies. Et puis comme ça, on passera aux réseaux sociaux après. Ça sera plus facile à organiser. Donc déjà, pour créer des infographies ou trouver des images libres de droit et gratuites à incorporer dans nos documents. Donc en fait, c'est une dame qui a posé la question, mais je pense que tu as donné la réponse quand tu as fait ta présentation, mais je Alors, te vous laisse. avez Alors, Canva propose des photos, puisque c'est libre de droit. Si vous avez la version gratuite, vous avez des photos, des illustrations que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Et sinon, vous avez freepik.com qui vous pouvez télécharger. Vous avez une version gratuite et une version payante, mais la version gratuite, vous avez accès à plein de photos et d'illustrations. Très bien. Alors ça, c'est une question d'ordre général pour l'ensemble, je pense, du webinaire. C'est allons-nous être destinataires de ce document? Donc oui, les diaporamas ainsi que la vidéo, parce que c'est enregistré de ce webinaire seront disponibles la semaine prochaine sur le site internet du REPIAS. Où pouvons-nous trouver les sources infographies pour créer nos documents? Donc là, je pense que tu as répondu. Donc tu as cité Canva. Après, Elisabeth, il y avait d'autres choses aussi. Il n'y avait pas que Alors, Canva. pour trouver l'inspiration, vous avez Béance, un site internet où en moteur de recherche, vous tapez infographie, il va vous sortir plein de modèles, plein d'idées si vous n'avez pas d'idées.
Donc, vous pouvez les utiliser, enfin, vous pouvez vous en inspirer parce que Behance, c'est pas libre de droit, il faut le payer. Voilà, vous pouvez vous en inspirer ou sinon sur Internet, hein, Google, voilà. Donc ça, c'est pour les sources d'inspiration. Après, pour les outils pour créer des infographies, donc Elisabeth, c'est vrai qu'elle vous a parlé de Canva. Après, il y a des choses un peu plus complexes d'utiliser. Moi, je m'y suis pas encore lancée dedans. C'est toute la suite Adobe avec Alors, il y a la Illustrator, suite, Photoshop, InDesign. exactement. Il y a la suite Adobe, mais sachez qu'Adobe, c'est payant et extrêmement cher. Moi, j'utilise Illustrator parce que je suis fan d'Illustrator. Je suis comme les designers. J'aime beaucoup Illustrator et Photoshop. Donc, j'utilise ces deux logiciels, mais c'est payant. Alors après, libre à votre établissement de vous l'acheter, de vous l'installer sur votre ordinateur. Pourquoi pas? Merci Elisabeth. Une autre question. Alors, c'est pas forcément une autre question, c'est une remarque pertinente, mais je pense que malheureusement, la réponse ne sera pas oui. Les hôpitaux publics sont considérés comme des organismes à but non lucratif. Ah zut, j'ai perdu mon onglet question, excuse-moi. Sont considérés comme des organisations à but non lucratif qui peuvent bénéficier de la version complète gratuite. Point d'interrogation. Alors, il y a certains hôpitaux, c'est des fondations, effectivement. Donc, eux, oui. Après, je pense qu'il y a des établissements qui utilisent Canva et qui l'ont acheté la version pro. Donc, Euh, mais c'est pas à des, voir. on ne peut pas considérer ça comme des associations ou des fondations. Je pense que certains services de communication de vos hôpitaux ont la version payante de Canva. Après, il y a certains hôpitaux, ce sont des fondations, ou certains établissements, ce sont des fondations, donc je pense qu'ils peuvent avoir la version. Mais après, il faut avoir le statut associatif ou Oui, fondation. Donc c'est ça. voilà. Une autre question. Comment avoir la version pro association? En créant le compte, c'est là qu'il faut faire la demande? Alors, c'est en créant le compte. Par contre, il va vous demander le décret dans le journal officiel, pardon. Il faut quand même ils vont vous le demander. Donc, et après, ils vont statuer si oui ou non vous pouvez le bénéficier. Voilà. Mais c'est en créant le compte. Voilà, donc j'ai répondu. Comment fait-on pour avoir les graphiques? Je pense que tu as répondu. Alors, je comprends pas bien la question. Si vous pouviez préciser. Alors, Euh, alors Canva, avec la version pro, on peut importer un fichier Excel. Donc ça, c'est bien. Ah, Et après, c'est faire son intéressant. graphique. Mais ça peut être intéressant. Donc j'avoue, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai vu qu'on peut le faire. On a une autre question. Est-ce qu'on peut partager les documents avec la version gratuite? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Bon, bah, très bien. Je trouve que c'est pas mal quand même. Peut-on avoir votre PowerPoint? Oui, ça sera sur le site la Oui. semaine prochaine. Free PNG. Ah, il y a Madame Thomas qui nous donne un petit tips. Free PNG, 5 images par jour et images sans fond. Donc ça peut être aussi quelque chose, une ressource utile, je pense. Je ne connais pas, moi, Elisabeth, tu connais? Ou Roman? Moi, je connais pas du tout. Mais du coup, Non. ok, merci pour l'astuce. Merci pour Free, donc l'info. free comme libre en anglais et PNG comme le format. 5 images par jour, donc je suppose que c'est gratuit. Toujours Madame Thomas qui manifestement est une ressource formidable. Santébd.org, il y a une grosse bibliothèque de personnages en action par rapport au médical. Alors ça, c'est hyper intéressant pour nous. Effectivement, Santé BD propose des choses. Merci. Alors, une autre question. Je fais partie d'une association et j'ai créé un compte en mode entreprise. Est-ce que c'est possible de changer le statut sans devoir créer un nouveau compte? Alors ça, j'avoue, je sais pas du tout. Alors, ouais, moi non plus, je sais pas. Parce que je me suis pas penchée sur ces. Après, ça a été un compte gratuit. Est-ce que c'est un compte? Précisez-nous si c'est un compte gratuit ou pro. Euh, Comme ça, on pourra essayer de regarder un peu plus. Une autre question. Peut-on charger l'infographie au format PDF ou PNG dans la version non payante? Il y a le format PDF en non payante et il me semble qu'il y a le PNG, mais je suis pas sûre. Je sais plus. Roman. Bah,
Moi, ah non, moi, je bénéficie de ton, Non, toi, tu as l'accès à Pro. ouais. Donc, on regardera, on va prendre les questions auxquelles on n'arrive pas à répondre et on essaiera de vous répondre. On vous répondra, voilà. Euh, que pensez-vous de... Alors moi, je connais pas GIMP, G-I-M-P, très touffu pour novices et mériterait un mot qui existe peut-être... alors moi, je ne connais pas du tout, je ne sais pas ce que c'est GIMP. Euh, c'est... C'est un logiciel un peu similaire à Canva, il me semble, mais qui est un peu plus vieux. Mais D'accord, un après, peu plus vieux. peut-être qu'il a Et évolué. apparemment, il est un peu plus... Enfin, il semblerait qu'il soit un peu plus dense et peut-être plus compliqué d'abord au premier abord. Voilà, Alors c'est... moi, je vous ai présenté Canva parce que je le trouve beaucoup plus facile à l'utilisation. Après, si vous avez des compétences beaucoup plus poussées, voilà. Mm. En fait, Donc, ouais, GIMP, c'est un peu comme Photoshop, mais en version, on va dire, gratuite. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus développé. Voilà. mm. Ok. Et d'ailleurs, bah, il y a quelqu'un qui rebondit, Madame Gadea, qui dit que voilà, GIMP, je sais pas si je le prononce bien, c'est un équivalent de Photoshop en fait. Mm. On avait donc Madame Guérin qui nous, pour son histoire de création de compte entreprise et est-ce qu'elle peut changer, qui nous dit que c'est un compte pro. Moi, à mon avis, il faut se retourner auprès du service assistance de Canva pour savoir, parce que ça, moi, je ne le sais pas. Je pense pas qu'on pourra le savoir. Une question toujours BD. Est-il gratuit? Oui, Madame Thomas nous a précisé que c'était gratuit, effectivement. Et Madame Gadea aussi, donc on a de formidables personnes ressources derrière. Heureusement que vous êtes là. Il y a les deux, on peut exporter PNG et PDF pour la version free de Canva. Donc merci Madame Gadea pour cette information. Comme ça, nous n'aurons plus à répondre à personne en fait après. Je crois qu'on a fait le tour des questions sur le sujet. Donc, bah, merci Elisabeth de ta présentation et des questions-réponses. Merci à vous d'avoir été aussi dynamique dans les questions. Et du coup, on va passer à la présentation suivante. Donc, c'est Romane qui va Oui. qui va nous parler un petit peu des réseaux sociaux. Donc, Romane, je vais te passer la main en tant que présentatrice vedette maintenant. Merci. C'est à toi. Vas-y. Alors, montrer mon écran. Alors, dites-moi quand c'est bon pour vous. C'est bon. C'est bon. Alors, je vais ici me mettre en mode plein écran. Hop, c'est parti. Ok, donc merci Elisabeth pour ta présentation qui était très claire. Et maintenant, je vais passer à l'autre thématique qui est celle des réseaux sociaux. Donc, je vais essayer de faire un peu court. Dans l'idée, c'est vous aider à avoir un peu plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Mais en fait, pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est important de bien comprendre en fait à quoi ils servent et ce qu'ils sont. Donc, je vais vous présenter quelques étapes stratégiques et puis revenir un petit peu sur ce que sont les réseaux sociaux, quel type de réseaux sociaux existent, quelques chiffres, avant de vous présenter des outils qui vous seraient utiles et les différentes plateformes. Alors, c'est parti. Donc, un réseau social, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en général, on définit les réseaux sociaux par l'appellation web participatif. En fait, la plupart du temps, je pense que certains d'entre vous sont inscrits sur quelques plateformes, sur quelques réseaux, donc vous connaissez peut-être certainement le fonctionnement, mais pour ceux qui n'y sont pas, il s'agit plutôt de plateformes ou d'applications mobiles qui constituent en fait un réseau et qui permettent les interactions entre individus, groupes ou organisations. Donc techniquement, comment ça se passe? On crée soit une page, soit un profil pour partager des informations et des médias. Et les différentes plateformes qui existent, elles se distinguent par différents items, elles se distinguent par leurs audiences, leurs caractéristiques techniques et leur algorithme et leur utilité. Alors, on a différentes typologies de réseaux. Voilà, je les ai définis tout simplement entre réseaux sociaux professionnels qui permettent, entre guillemets, de faire du business ou assurer la visibilité de son établissement. Donc, par exemple, on peut, le réseau social professionnel par excellence, c'est LinkedIn.
et on peut aussi compter Twitter. Et puis, on a les réseaux sociaux un peu plus d'ordre personnel, où on va avoir Facebook, donc ça c'est une des plateformes les plus vieilles, également Snapchat, Instagram, TikTok, voilà, qui sont des réseaux un petit peu plus récents et qui sont exclusivement, voilà, qui sont un peu plus personnels. Donc l'idée, c'est en fait de constituer des fils d'actualité sur ces plateformes qui vont contenir différentes sortes d'informations, du divertissement, des actualités, des connaissances par le biais de différents médias. Donc ça va être images, vidéos, voilà, texte, c'est très varié. Donc voilà la petite introduction sur un petit rappel sur ce que c'est qu'un réseau social. Alors maintenant, en santé publique, l'intérêt général de communiquer, ça va être d'augmenter un petit peu ce qu'on appelle la littératie en santé, c'est-à-dire que permettre d'accéder à des connaissances, à des outils pour les utilisateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir des connaissances, des informations utiles au quotidien. Donc c'est un enjeu très important en santé publique et on l'a pu voir ces dernières années, notamment dans le cadre de pandémies, par exemple, lors du Covid-19. Donc, les réseaux sociaux sont utiles en ce sens, puisque ce sont des outils de communication, en fait, et ces outils-là permettent eh bien d'expliquer, en fait, d'une manière accessible, vulgariser bien l'information en santé, et ce pour plusieurs raisons. Donc, on a la disponibilité immédiate de l'information qui va favoriser un petit peu l'émancipation, la connaissance voilà, des informations par rapport aux professionnels et aux usagers des systèmes de santé aussi. Et ça leur permettra de jouer un rôle un peu plus actif. En fait. Donc, il s'agit plutôt de sensibilisation, d'information que réellement d'éducation, en fait, au travers des réseaux sociaux. Mais l'intérêt d'être sur les réseaux et de pratiquer les réseaux sociaux, ça va être d'ouvrir le débat, en fait, sur n'importe quel type de relation, soignant-soigné, professionnel, institution. C'est vraiment des plateformes d'échange. C'est pour ça qu'elles sont connues sous le nom de web participatif. Voilà. Alors, quelques exemples quotidiens. Donc là, hop, je reviens juste en arrière. J'en ai mis deux principales. Je reviens sur la question du Covid-19, mais on a eu beaucoup de campagnes de communication, une utilisation massive des réseaux sociaux dans ce cadre-là, avec de la production de contenu, des outils, des médias, des vidéos. Donc là, on peut le voir à gauche. Et puis, sur d'autres réseaux, par exemple sur Instagram, dans le cadre de cette pandémie, on a eu aussi de la relation d'influence. Donc, je pense que vous avez entendu parler de tout ce qui est influenceurs, etc. C'est-à-dire, par exemple, utiliser des personnes qui ne sont pas forcément spécialisées en médecine ou en santé publique, mais qui ont des grandes communautés sur les réseaux sociaux et qui seraient d'accord pour être affiliés pour relayer en fait les messages d'utilité publique. Voilà, donc ça peut être le type de campagne de communication qu'on va trouver sur les réseaux sociaux. Et je vous ai mis aussi un autre exemple, c'est de la santé publique. Au niveau du tabagisme, voilà, il peut y avoir différentes campagnes. Ici, j'ai mis l'exemple du mois sans tabac, Santé publique France. Donc eux, ils sont très mobilisés à ce niveau-là aussi. Et puis, ce qui est publié, ça va être des résumés d'études, des conseils, des félicitations, des encouragements, des témoignages qui vont permettre, et ce de façon quotidienne, quasi quotidienne en fait, ce qui va permettre, voilà, ceux qui suivent Santé publique France sur les réseaux et qui souhaitent arrêter le tabac, d'avoir voilà, ce genre d'informations tous les jours. Donc c'est aussi une aide quotidienne. Voilà, donc ça, c'est deux exemples, en gros, d'utilisation des réseaux sociaux par les instances de santé publique. Il y en a plein d'autres, évidemment. Il y a aussi toutes les campagnes de communication, donc du ministère, de Santé publique France, de l'assurance maladie. Au niveau international, vous avez les campagnes de l'OMS. Et puis, vous avez aussi les campagnes du REPIOS. Voilà, donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents sur les réseaux sociaux, en santé publique, dans la prévention des infections aussi. Voilà, je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu comment trouver tout ça, mais voilà, ils sont là et ils publient du contenu.
Donc, pour aller un petit peu plus en pratique, comment on fait en fait si on veut être présent sur les réseaux sociaux? Il y a plusieurs possibilités, je dirais 2 grandes possibilités. Soit on fait partie d'une organisation qui a les moyens humains et financiers pour travailler avec un community manager, donc qui va soit travailler directement au sein d'une organisation, soit qui va travailler en agence de communication. Voilà, et son rôle, lui, ça va être de prendre en charge toute la communication, notamment la communication sur les réseaux sociaux, avec de l'animation, de la rédaction, de l'analyse de résultats, de la rédaction de stratégie, de la production d'images, etc. C'est vraiment cette personne-là qui va prendre en charge toute la production, et puis voilà, ce sera fait. Et deuxième option, qui est peut-être plus le cas de votre côté, c'est en fait de désigner une personne ou un groupe de personnes au sein, par exemple, de votre établissement, interne à l'organisation, qui sera responsable de la communication et qui va assurer le rôle du community manager. Donc, en fait, ce groupe de personnes ou ces personnes-là, elles vont assumer toutes les missions de community management que j'ai énumérées avant. Et l'idée, c'est vraiment important de désigner une ou plusieurs personnes en amont, voilà, pour que ce soit officiel et pour qu'il y ait un temps vraiment dédié spécifique à la gestion des réseaux sociaux. Voilà pour un petit peu pour la mise en pratique. Donc, je vais vous donner quelques chiffres rapidement, histoire d'avoir une idée de ce que représentent en fait les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, c'est 2h30 en moyenne dans le monde passées sur les réseaux sociaux chaque jour par personne. Et on a à peu près 7 réseaux sociaux utilisés par personne. Donc, voilà, c'est assez conséquent. Et en France, hop, on est à peu près 53,5 millions d'utilisateurs actifs, avec en moyenne 1h46 d'utilisation par jour et 5,5 réseaux sociaux par mois. Donc, c'est quand même assez conséquent. C'est à ne pas négliger. Donc ça, c'est pour les données mondiales et nationales. Je vais vous faire un petit zoom sur chaque plateforme pour que vous puissiez resituer un petit peu très rapidement ce à quoi sert chaque réseau. Et je vais commencer par Facebook. Facebook, qui est un des plus vieux réseaux sociaux, donc c'est la plateforme la plus utilisée au monde. On a 2,9 milliards d'utilisateurs actifs, donc voilà, c'est quand même assez énorme. En termes d'audience, on est sur une audience mixte. Et Facebook, c'est un réseau participatif qui permet, voilà, tout simplement d'animer des communautés de fans. Vous avez un réseau, un profil personnel, et voilà, vous pouvez communiquer sur Facebook. Ensuite, donc je vais juste sortir ça, voilà. Donc Instagram, je pense que certains d'entre vous connaissent, c'est le média de l'image par définition. Donc on a 1,4 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, et en France, on est à peu près 27 millions d'utilisateurs avec 53 minutes par jour sur la plateforme. Donc c'est aussi important. L'audience est relativement jeune puisque 65% des utilisateurs français ont moins de 35 ans. Et après, c'est une audience mixte. Et donc, comme ce dont je vous parlais tout à l'heure, les stratégies d'influence, c'est-à-dire faire appel à des influenceurs, à des gens qui ont une grosse communauté, eh bien, ça passe beaucoup par Instagram et par l'image. Voilà, ça existe sur d'autres réseaux, bien entendu, mais sur Instagram, c'est quand même assez important. Voilà. Hop. Ensuite, TikTok. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus récent, bien que ça fasse quand même maintenant quelques années que ça existe. Donc TikTok, c'est un réseau social qui est majoritairement accessible par téléphone. C'est une application mobile. Et le contenu est basé sur de la vidéo, le divertissement et la créativité. Et là, on a une audience très jeune. C'est-à-dire que 45% des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans, et même il y a une audience qui est encore plus jeune, qui est de l'ordre de 15%, et il me semble que c'est la tranche des 13-18 ans. Voilà, donc c'est vraiment très jeune. Donc ça peut être intéressant d'utiliser TikTok dans le cadre de campagnes de communication
si vous avez évidemment les moyens humains et le temps de l'utiliser parce que c'est assez chronophage, mais c'est très intéressant. Et en termes d'utilisation en France, on est sur 18 millions d'utilisateurs français et l'audience est un peu plus féminine puisqu'il y a 57% de femmes. Sur Twitter, donc Twitter, c'est une plateforme qui est plus destinée à relayer de l'actualité récente. Et c'est une plateforme instantanée, on va dire. En France, on est presque à 13 millions d'utilisateurs mensuels. Et on a une audience qui tourne aux alentours entre la tranche d'âge 25-50 ans, plutôt masculine. Voilà, donc Twitter, c'est assez intéressant pour faire le buzz ou lancer une information ou partager des actualités qui sont vraiment voilà, des actualités plutôt chaudes, on va dire, c'est-à-dire qui se renouvellent voilà, très régulièrement. Et je finis avec mon petit tour de table des réseaux sociaux avec LinkedIn. Et donc LinkedIn, je vous en parlais tout à l'heure. C'est un réseau essentiellement professionnel. Commercial en fait, où on a 23 millions de membres en France et chaque mois, on est aux alentours de 12 millions de membres actifs. Donc, on a une audience mixte également et LinkedIn, c'est utile pour construire son réseau, travailler sur sa marque, augmenter son business. Et effectivement, sur LinkedIn, on a la possibilité de créer des pages entreprises, ça vous le verrez tout à l'heure, et il y a entreprises ou organisations, il y a aujourd'hui environ 840 000 organisations qui sont présentes sur la plateforme. Donc, c'est assez intéressant. Donc, Elisabeth vous parlait tout à l'heure aussi de quelques ressources, notamment Behance. Il existe plein d'autres réseaux sociaux, Snapchat, Pinterest, il y a également YouTube, voilà, il y en a plein, WhatsApp aussi. Moi, je ne vais pas revenir sur ces réseaux-là maintenant parce que voilà, il y en a vraiment beaucoup et je vais essayer d'avancer rapidement. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller creuser, chercher au niveau des autres réseaux qui vous correspondraient. Donc, les réseaux sociaux au quotidien. Du coup, pourquoi pratiquer un réseau social au quotidien quand on est professionnel? Quelques raisons, en fait. Ça va être pour donner de la visibilité à son profil et à ses spécialisations. Donc, je vais prendre le cadre de la prévention des infections. Donc, par exemple, mettons, vous êtes en train de passer un DU d'hygiène ou vous suivez des formations sur les précautions standards, etc. Voilà, votre quotidien, en fait, professionnel, vous pouvez le partager sur ces plateformes-là. Ça va être aussi intéressant pour vous pour partager du contenu qui sera créé par la structure dans laquelle vous travaillez. Mettre en avant les actualités de votre entreprise, votre organisation, votre établissement. Partager aussi le contenu qui sera proposé par vos collègues, parce que peut-être que vous ne souhaitez pas partager quelque chose, mais vous avez des collègues qui sont proactifs, et donc c'est bien aussi de les aider à leur donner de la visibilité. Et puis également toutes les institutions qu'on a vues tout à l'heure, officielles ou non, qui partagent du contenu intéressant, et bien vous pouvez aider à le partager également en étant sur les réseaux. Voilà, donc j'ai pas fini. Du coup, l'idée c'est aussi de se constituer une source de veille qui sera inépuisable à travers les fils d'actualité dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sera aussi l'avantage vraiment facilement accessible puisque tout est dématérialisé, tout est en ligne. Et enfin, il y a d'autres scénarios, mais par exemple, si vous êtes dans le cadre d'une recherche d'emploi, LinkedIn peut être très intéressant pour vous. Et l'idée, j'en viens ici, ça peut être de se positionner en tant que relais, source d'informations fiables sur une thématique donnée ou voire carrément expert, par exemple sur l'hygiène des mains, sur l'antibiorésistance, voilà, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez. Si vous avez une expertise, eh bien, vous pouvez la faire reconnaître sur ce réseau. Donc, un petit zoom, quel réseau, en fait, pour moi, comment vous pouvez identifier le réseau que vous pouvez utiliser. Je vais prendre dans un premier temps le cas d'une personne individuellement qui souhaiterait se lancer sur les réseaux. Donc, par exemple, si vous êtes en libéral ou si tout simplement voilà, vous souhaitez vous lancer seul. Donc, je vous donne à chaque fois 3 réseaux que je mets dans l'ordre en fait de pertinence. Donc, évidemment, LinkedIn, puisque c'est le réseau professionnel par excellence.
À quoi ça va servir lorsque vous êtes un professionnel individuel? Ça va servir à partager du contenu sur la durée. Par exemple, si vous n'avez pas de contenu trop régulièrement, mais que vous souhaitez partager quand même, et bien sur LinkedIn, la durée de vue d'une publication, c'est plus d'un jour, ça dure voilà, plusieurs jours. Donc, vous avez l'assurance que votre publication, elle sera vue voilà, sur une longue durée. Et vous avez également une grande majorité d'institutions, notamment en santé publique, qui y sont présentes. Donc, se constituer un fil d'actualité, d'information, c'est assez facile sur LinkedIn. Voilà. Ensuite, je conseillerais Twitter. Donc, Twitter, comme je l'ai dit, c'est un réseau de micro-blogging. Donc, la temporalité est très différente de celle de LinkedIn. La durée d'un tweet ou d'une publication, ça ne dépasse pas une demi-journée. Voilà, donc ça va être plutôt intéressant pour débattre, partager du contenu qui va être court, percutant. Et Twitter, ça fonctionne d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on a des bulles ou des communautés en fait qui coexistent. Et à titre individuel, ça peut être intéressant de s'y inscrire et de regarder ce qui se passe, notamment, par exemple, voilà, toujours dans le cadre du Covid-19 ou de la vaccination, de lutter. En fait, ça peut aider à lutter contre la désinformation ou les fake news qui sont quand même assez présentes sur ce genre de réseau. Donc, si vous, voilà, vous êtes un expert ou un influenceur, enfin, si vous avez des informations à faire passer sur ces thématiques, eh bien, ça peut être l'occasion. Et petite précision, c'est un réseau social qui n'est pas connoté professionnel. Donc, vous pouvez vous y inscrire à titre professionnel ou à titre personnel. Et dans ce cas, juste un petit conseil, c'est de bien déterminer son positionnement, c'est-à-dire faire attention au contenu qu'on va publier, relayer selon le choix qu'on a fait au début. Par exemple, si on republie du contenu de son organisation ou son établissement, puis par la suite qu'on republie, qu'on produit du contenu concernant des opinions politiques, etc. Voilà, il faut bien faire attention à ne pas entrer en conflit dans la ligne éditoriale bien qu'on a choisie au départ. Voilà. Et puis, je terminerai par Facebook et je marque facultatif puisque Facebook, ce n'est pas du tout un réseau professionnel, c'est plutôt une plateforme participative, mais la plupart des gens, ils sont inscrits avec un profil en termes personnels. Cependant, ça peut permettre de constituer une source de veille professionnelle puisqu'il y a beaucoup d'organisations qui ont des pages et qui transmettent aussi leurs informations sur Facebook. Par exemple, pour le REPIAS, nous, on est présent sur ces 3 réseaux et aussi sur Facebook. Et toutes les informations que vous allez trouver sur notre site ou ailleurs, eh bien, elles seront diffusées aussi sur ce canal-là. Et donc, oui, juste petite précision pour Facebook, ça peut être quand même aussi utile pour communiquer avec des publics un peu plus larges. Par exemple, des usagers ou des patients. Voilà. Ça peut être un petit peu plus large. Donc, en tant qu'individuel, en tant que professionnel, moi, comment je vais pouvoir publier en fait sur les réseaux? Eh bien, chaque réseau a une plateforme, un outil de publication intégré directement à la plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin d'outils extérieurs ou autres. Il suffit simplement de se rendre sur la plateforme. Et comme je vous ai mis en copie d'écran ici, vous avez des modules qui vous permettent de poster directement et vous pouvez rajouter des vidéos, des médias, des photos. Vous pouvez identifier vos collègues, les personnes à qui vous parlez. Voilà, ça fonctionne aussi par principe de hashtag, de mots-clés. Voilà, donc l'important, c'est de retenir que vous n'avez besoin que de la plateforme pour publier. Alors, en termes de pratique, comment faire? Eh bien, ça va être selon les objectifs qu'on a. Qu'est-ce qu'on publie? Eh bien, par exemple, si on veut avoir de la visibilité, être connu, l'idée, ça va quand même être de publier du contenu original et qui sera idéalement basé sur le réel, sur votre quotidien professionnel, puisqu'ici, on parle du cadre professionnel, mais par exemple, voilà, selon ce qui se passe dans vos établissements, si vous avez des événements ou autres, eh bien, ça peut être très utile de les relayer par le biais de photos, de vidéos, de témoignages. Voilà, si vous souhaitez vraiment être visible, c'est important de produire du contenu. Et puis, vous pouvez avoir des objectifs aussi différents, vouloir vous inscrire donc sur les réseaux, mais ne pas avoir forcément de contenu à publier. Et là, vous serez plus dans un objectif d'engagement, de partage de contenu.
Donc là, l'important, ça va être de vous, si vous voulez qu'on vous partage ou autre, eh bien d'aller aussi relayer le contenu des autres personnes, et notamment celles que vous suivez. Et donc, également, objectif de veille. Je dirais que la veille, c'est quand même une des premières étapes à observer lorsqu'on s'inscrit sur les réseaux sociaux. C'est se constituer des sources d'informations fiables et quotidiennes. Et ça, vous pouvez le faire sur l'ensemble des réseaux sociaux par un système d'abonnement ou hop, je remets ici, d'abonnement, donc de liste. Vous pouvez suivre, voilà, il y a une fonctionnalité en général qui s'appelle suivre ou s'abonner, et c'est ce par quoi vous pouvez créer en fait votre source de veille. Donc je passe à la slide suivante et je vous ai mis quelques exemples d'influenceurs ou de personnes qui utilisent assez régulièrement les réseaux sociaux dans le cadre professionnel, que vous connaissez certainement. Donc, je vous ai mis l'exemple du docteur Parnex, donc, qui est président de la SF2H et responsable du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, et donc qui est très présent sur LinkedIn, sur Twitter, et qui partage du contenu régulièrement, voilà, sur les différentes manifestations, les productions scientifiques liées à la prévention des infections. Et vous avez également l'exemple à un niveau plus international du professeur, donc Didier Pittet, qui est lui ambassadeur OMS et qui est spécialisé dans une thématique, c'est-à-dire celle de l'hygiène des mains, entre autres, et qui est aussi très actif sur Twitter, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et lui, il partage non seulement sa propre actualité, mais il partage aussi les actualités de l'OMS, des hôpitaux universitaires de Genève dans lesquels il travaille. Voilà, il produit du contenu, mais il est également relais voilà, des autres productions et ce qui reste dans sa thématique. Donc voilà, ce sont des bons exemples en tout cas. Je vous en ai mis deux autres. Deux autres influenceurs, on va dire, dans le domaine. Donc, vous avez le docteur Payfers Majad, Nathan, qui est lui aussi plus actif sur Twitter et voilà, qui poste beaucoup de contenu dans la prévention des infections, puisqu'il est infectiologue aussi. Et vous avez aussi le professeur Céline Pulsini, que vous connaissez sûrement, qui travaille à la prévention des infections et l'antibiorésistance, et qui est, elle, très active sur l'antibiorésistance. Donc ça, c'était quelques exemples à titre individuel. Maintenant, est-ce que c'est différent quand on est un établissement? Ça peut l'être un petit peu, et on va voir ça tout de suite. Donc, même principe. Je reprends quel réseau utiliser, qu'est-ce qui serait intéressant pour vous dans le cadre d'un établissement, comment fonctionner, et c'est pareil, c'est dans l'ordre de pertinence en fait. Donc on revient toujours sur LinkedIn, hein, puisque de toute façon, que vous soyez dans le cadre individuel ou dans le cadre d'un établissement, pour moi, il me semble que c'est un réseau assez incontournable aujourd'hui. La seule différence, c'est que lorsque vous allez être dans le cadre individuel, vous allez vous créer un profil personnel. Et lorsque vous êtes dans le cadre d'un établissement, vous allez créer une page dédiée. Et cette page, les autres utilisateurs peuvent la suivre pour accéder à vos actualités, vos publications. Ça peut être également utile dans le cadre de processus de recrutement. Vous pouvez donner de la visibilité à vos annonces ou mettre en avant la qualité des services de votre établissement. Voilà. Ensuite, on retrouve Facebook. Donc, l'ordre a changé. Dans le cadre individuel, je conseillais plutôt Twitter. Ici, dans le cadre d'un établissement, en fait, d'une organisation, je conseillerais plutôt d'être présent sur LinkedIn et sur Facebook. Hop, excusez-moi, en priorité. Puisque ça va être la même chose, il va y avoir un système de pages aussi, vitrine, et on tient compte aussi du nombre d'utilisateurs, parce que Facebook, je le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une grosse plateforme avec beaucoup d'utilisateurs. Donc voilà, donc ça peut être intéressant pour toucher un plus large public que sur Twitter. Mais je conseille quand même Twitter, puisque voilà, ça peut vous permettre aussi d'engager le débat sur des thématiques qui correspondent à votre type d'établissement, par exemple la prise en charge de patients en établissements médico-sociaux ou la qualité de vie
des professionnels de santé en établissement de santé. Enfin voilà, vous pouvez sur Twitter, vous pouvez avoir de la transparence par rapport à vos actions, donner de la visibilité et en plus participer à des débats thématiques si ça vous intéresse. C'est un réseau qui est un petit peu plus dynamique que les autres, on va dire, dans l'échange. Donc, les pratiques varient un petit peu, évidemment, quand on s'exerce à la communication sur les réseaux sociaux en tant qu'organisation ou en tant qu'établissement. Alors, comment on va faire? Eh bien, on peut utiliser les outils de veille. Oui? Juste pour te dire que tu n'as plus beaucoup de temps si on veut répondre aux questions. Ah, d'accord, ok. Voilà. J'ai pas suivi le temps. Ouais. Bah, écoutez, ouais, j'ai pas du tout fini. Alors, hop, on va avancer un petit peu. Juste les outils de veille sur les réseaux sociaux, c'est pour vous dire qu'ils sont intégrés directement au réseau. Vous avez également des outils statistiques pour surveiller en fait un petit peu comment ça se passe votre communication sur les réseaux qui sont intégrés à chaque plateforme. Et vous avez également des outils de programmation. Donc là, vous pouvez programmer aussi directement depuis les plateformes, depuis les réseaux sociaux. Et il existe aussi des logiciels qui peuvent être payants, mais qui sont très utiles pour gagner du temps lorsque l'on est une organisation en fait. Et par exemple, lorsqu'il y a une personne qui s'occupe de la communication, eh bien, ça permet de rendre la tâche moins chronophage. Voilà, donc les bonnes pratiques récapitulatives, un temps dédié à la production de contenu, un temps qui sera dédié à la veille et un temps qui sera dédié à la programmation. Voilà, donc ça, c'était quelques exemples en fait de pages d'organisations qui partagent sur les réseaux sociaux et j'ai pris des organisations de tailles différentes. Voilà, donc vous avez des ARS, vous avez des CPS, vous avez des CHU, des EHPAD. Voilà, il y a plein d'organisations différentes. Donc vous pouvez vous aussi vous inscrire. Et puis je terminerai par quelques conseils en fait, voilà, pour 7 conseils pour bien réussir votre communication sur les réseaux. Donc ça va être voilà, donc sélectionner les réseaux adaptés pour votre activité puisque vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur tous les réseaux et l'important ça va être de bien définir quels réseaux seront utiles pour votre communication. Définir un temps dédié, ça c'est très important aussi pour que ce soit efficace. Voilà, s'accorder un temps de formation aussi. Là, voilà, on fait un webinaire, c'est assez court, du coup 1 heure, mais il y a plein de choses à apprendre et donc voilà, c'est important aussi de s'accorder un petit temps de formation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, se créer un système de veille également de contenu. Voilà, publier du contenu original, surtout si vous êtes une organisation. Partager du contenu diversifié. Et interagir avec les autres publications et les autres comptes. Et je vais m'arrêter là. Comme ça, il reste 2 petites minutes. Voilà. Merci Romane. Désolée d'avoir été un peu longue. Non, t'inquiète, c'était déjà hyper complet et on sait que tu es passionnée par le sujet. Juste pour répondre aux questions qui se posent et finalement, enfin, qui m'intéressent aussi, du coup, d'avoir une réponse. Oui. Donc, on a eu une première question au début de ton intervention. Donc, pourquoi compter Twitter comme un réseau professionnel? De mon point de vue, je ne vois pas trop l'utilité, mais c'est que de mon avis personnel pour vous étayer sur votre choix de le placer en tant que réseau professionnel. Et pour le coup, je pense qu'Instagram qui peut être professionnalisé maintenant grâce au compte pro pour développer un contenu professionnel et toucher la tranche 18-30 ans. Qu'en pensez-vous? Oui, bah, en fait, il y a le seul réseau estampillé en fait professionnel pour l'instant, c'est LinkedIn. Après, les autres réseaux permettent de s'inscrire soit en tant qu'individu, soit en tant qu'organisation. Et en fait, l'idée, c'est en tant qu'organisation, pouvoir s'inscrire sur Twitter, ça va être, comme je l'ai dit, de pouvoir débattre, de pouvoir s'impliquer sur la plateforme, sur les thématiques bien qu'on soutient. Donc voilà. Et effectivement, Instagram, on peut également faire la même chose. Après, c'est juste que le média n'est pas le même. En fait, sur Twitter, ça va être du blogging, alors que sur Instagram, ça va être plutôt de l'expression par l'image ou par la vidéo.
Ouais. Ce qu'on voit surtout Twitter, c'est que quand on interroge les 18-30 pour savoir ce qu'ils ont comme compte à titre perso, c'est vrai qu'on est plus sur de l'Instagram et beaucoup moins sur du Twitter. Twitter, ça va être pour le côté Ah oui, professionnel ou relais de médias. oui, Donc, oui. c'est pour ça qu'il était placé comme ça, je pense, que tu l'avais placé Et comme ça. oui, et en fait, ça dépend aussi de la cible tout simplement que vous souhaitez toucher et de la tranche d'âge, puisqu'on l'a bien vu, il y a des réseaux sociaux qui sont utilisés par des tranches d'âge différentes et qui sont plébiscités plutôt par des tranches d'âge plus jeunes ou autres. Donc voilà, là, il faut choisir en conséquence en fait. Une autre question, comment peut-on faire passer les informations sur les réseaux ou quel outil utiliser dans un hôpital du fait du manque de temps de personnel, par exemple dans le domaine de l'hygiène hospitalière? Alors, comme je l'ai dit, si vous manquez de temps, l'avantage, c'est que sur chaque plateforme, vous avez des outils de publication qui sont intégrés à la plateforme. Donc, par exemple, lorsque vous avez un événement au sein je sais pas, de votre EHPAD ou de votre établissement de santé, vous pouvez aller directement sur Twitter, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez tweeter, faire du live tweet, on parle de ça aussi. Donc là, ça va être instantané. Et ensuite, si vous manquez de temps, c'est vraiment réduire aussi, bien choisir les réseaux sociaux sur lesquels on veut être présent, c'est-à-dire ne pas en choisir trop. Si vous n'avez pas vraiment le temps de pratiquer plusieurs réseaux, et bien en définir un en fait, tout simplement. Voilà, Je pense que celui que c'est vous sûr jugez le qu'il plus faut approprié. Mais c'est sûr que ça génère du temps et il faut pas l'occulter de voilà, toute façon. Si on n'a pas le temps d'y dédier, ça dépend de nos priorités en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire oui, c'est ça, c'est dans ça. notre travail? Quelles sont nos priorités? Si la communication sociale est identifiée comme priorité, dans ces cas-là, effectivement, il faut envisager d'avoir du temps. Après, pour quel type d'outil utiliser? Si c'est une communication, on va dire locale au niveau de l'établissement, déjà je regarderai où l'institution est, sur Mm, quel réseau elle publie, parce que si elle n'a pas Instagram et que vous êtes sur Instagram et que vous voulez voilà, valoriser votre travail auprès de l'institution, auprès des professionnels qui y travaillent, bon, c'est un peu dommage. Voilà, il faut essayer de regarder un peu ce qui se passe au sein de mm. votre établissement. Après, si c'est quelque chose que vous voulez faire partager finalement plus large, je ne sais pas moi, vous voulez faire partager au niveau du CEPIAS ou au niveau voilà, de l'ARS ou des choses encore plus au niveau de vos collègues au niveau national, il faut aller voir où ces gens sont sur quelle plateforme en fait. Voilà. Déjà essayer de cibler comme ça. Est-il possible de créer un LinkedIn pour une entreprise association? Justement, on est en plein dedans, nous dedans. Oui, 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 c'est possible. Oui, oui, oui. Il suffit de créer une page, en fait. Alors, pas un profil, puisque, donc, je le rappelle, les profils sont. Alors, c'est possible, mais en fait, c'est pas idéal. Et les profils, ça va être réservé vraiment pour vous inscrire de façon individuelle. Et après, si vous êtes une organisation, une association, vous pouvez créer une page. Et c'est par le biais de la page que vous allez pouvoir avoir des abonnements et vous allez aussi pouvoir accéder à des statistiques pour voir si vos publications marchent, si votre stratégie fonctionne. Alors que si vous créez un profil LinkedIn pour une association ou autre, vous n'aurez pas tous ces aspects-là en fait. Voilà, c'est vraiment construit comme ça. Merci Romane. Faut-il l'autorisation de notre direction pour s'inscrire et publier des infos professionnelles? Merci. Alors ça dépend quel ordre. Je pense que si vous voulez vous créer un compte en fait individuel et que vous souhaitez publier des informations professionnelles, eh bien tout ce qui est publié sur votre compte individuel sera de l'ordre de votre responsabilité. Donc après, voilà, c'est à vous de voir ce que vous publiez, mais voilà, il faut faire bien attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous choisissez de publier individuellement, attention à ce que vous publiez, à ne pas confondre un petit peu votre ligne éditoriale. Et par contre, si vous souhaitez créer une page ou un compte pour votre établissement, eh bien, je pense que c'est mieux de se concerter avec l'ensemble de l'établissement et notamment la direction qui soit bien sûr informée qu'il y ait une page, etc., que vous êtes sur les réseaux sociaux. Oui, c'est important. Quels sont les logiciels de programmation dont vous parlez, s'il vous plaît? Alors, les logiciels de programmation dont on parle. Donc, je suis passée un peu vite dessus par manque de temps. Désolée. Il existe, par exemple, sur Twitter, la possibilité de créer votre publication, votre tweet, comme si vous alliez le publier. Et ensuite, il existe une option de programmation directement sur Twitter. Si vous souhaitez gagner du temps et que vous voulez programmer sur, par exemple,
3 ou 4 réseaux sociaux en même temps, vous avez plusieurs solutions qui existent et qui peuvent être payantes. Et je vous donne les noms ici. Vous avez Swello, que nous, on utilise de notre côté pour le Repias, qui est une solution française et qui est payante, mais qui est très, très, très pratique, en fait. Vous en avez d'autres. Hein. Après, il y en a plusieurs. Vous avez Buffer, vous avez Outsuite, mais ça sera pas forcément en français. Voilà. Il en existe plein et voilà. Ok, merci. Ce sera, de toute façon, le diaporama sera dispo, donc il y aura le nom des outils. Exact. Est-ce que vous allez envoyer une feuille de présence pour cette formation? Oui, tous ceux qui étaient inscrits et qui ont assisté, vous allez avoir une attestation de présence envoyée par mail demain, automatiquement. Alors toujours Madame Gaël qui a toujours de très bonnes informations. Effectivement, c'est intéressant sur LinkedIn de créer aussi un profil. En fait, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Et le profil, c'est la carte d'identité de l'établissement et après, on fait la promotion sur sa page parce que le profil permet d'inviter les relations à aimer la page concrète. D'ailleurs, nous, c'est vrai que pour le CPS Nouvelle-Aquitaine, on a un compte. Moi, j'avais d'abord pris le parti de faire un compte pour cette raison, en fait. Et après, là, on est en cours de création de la page. Comment utiliser un réseau pour communiquer vers les professionnels de notre hôpital? Je crée le profil de l'OH et je fais de la pub pour que les professionnels cibles s'inscrivent sur ce profil. Bah, tout à fait, Olivier, c'est Olivier Meunier de Haguenau qui nous demande ça. En fait, l'idée, c'est peut-être avant de créer un compte, déjà quand vous faites vos formations, vos interventions, vos sensibilisations, vous leur demandez sur quel réseau ils sont, déjà pour voir un peu où vous pouvez les toucher. Et puis après, vous leur dites que vous êtes sur ce réseau et que c'est bien qu'ils s'inscrivent. Après, c'est vrai que sur LinkedIn, on peut les inviter à se connecter automatiquement. Enfin, on peut leur envoyer des messages pour se connecter. Donc ça, c'est facile. Sur Twitter, on peut aussi, voilà, il faut les chercher aussi. Il y a une petite recherche veille qui peut se faire. Mais oui, c'est la bonne marche à suivre. On a fait le tour des questions et il est 15h07. Donc, merci à tous parce que vous êtes restés très, très nombreux. L'idée, c'est sans doute de poursuivre un peu ces webinaires sur la communication. Par contre, on attend vos idées sur, voilà, on avait déjà plusieurs idées sur, par exemple, comment faire une présentation orale ou un bon diaporama ou quels sont les outils, voilà, d'avenir pour faire ce type de choses-là. Donc, si ça vous intéresse, mettez-le nous en commentaire ou dans vos questions par retour de mail. Et puis, si vous avez d'autres idées qui vous passent par la tête, n'hésitez pas, puisque ça nous aide bien. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir.